Dakar, quartier Sacré-Cœur. Le soleil déclinait doucement derrière les immeubles aux façades poussiéreuses. Dans l'appartement 3B, au dernier étage d'un immeuble sans ascenseur, Aïssatou Khan, 28 ans, pliait une à une ses robes longues et ses foulards de soie. Ses gestes étaient lents, presque rituels. Chaque tissu portait une histoire. Un anniversaire, une rupture, un sourire qu'elle voulait oublier. Le ventilateur tournait sans conviction, brassant plus de chaleur que d'air. Sur le sol, une grande valise bleue ouverte attendait. À côté, son passeport. Et ce billet d'avion pour Bruxelles, départ demain, 23h50. C'était officiel. Elle partait. Aïssatou s'assit sur le bord du lit. Le silence était dense. Seuls les klaxons lointains et les chants du muezzin parvenaient à percer sa solitude. Elle observa son téléphone posé face contre le matelas. Il vibrait parfois, mais elle ne répondait plus. Ni aux copines qui voulaient sortir une dernière fois, ni à Abdou, son ex, qu'il avait quitté 2 mois plus tôt pour se concentrer sur sa carrière. Une carrière sans elle. Depuis, tout s'était effondré. L'amour, la confiance, les projets, même sa foi. Aïssatou avait toujours cru qu'elle construirait sa vie ici, au Sénégal. Elle aimait sa famille, son quartier, le thiéboudienne du vendredi chez sa tante Fatou, mais elle étouffait. Les regards, les jugements, les attentes, et ce vide au fond du cœur qu'aucune prière ne comblait plus. Son regard se perdit vers la fenêtre entr'ouverte. Dehors, les enfants jouaient au foot dans la rue, criant des noms de joueurs européens qu'elle entendrait bientôt prononcer avec un accent tout différent. Un autre monde l'attendait. Un monde froid, anonyme peut-être, mais neuf. Et pour elle, c'était tout ce qui comptait. Recommencer. « Tu vas me manquer, Aïssatou. » La voix de sa petite sœur, Fatima, la tira de ses pensées. 15 ans, yeux brillants, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, un sac de bissap dans les mains. « Je t'ai préparé ça pour l'avion. Tu vas penser à moi. » Aïssatou sourit faiblement, elle la serra dans ses bras, fort. Trop fort peut-être. Un long silence s'installa, celui qu'on garde pour ne pas pleurer. Plus tard dans la soirée, elle monta sur le toit comme elle le faisait toujours les veilles de grandes décisions. Le ciel était clair. Dakar brillait doucement comme une vieille amie qu'on s'apprête à quitter sans savoir si on se reverra. « Yalla, Baxna !» murmura-t-elle en regardant les étoiles. Demain, elle serait ailleurs, dans une ville qu'elle ne connaît pas, avec des gens qui ne la connaissent pas. Et peut-être un homme qui l'aimera pour ce qu'elle est devenue, pas pour ce qu'elle était. L'aéroport de Zaventem était glacé, littéralement. Le vent de janvier s'engouffrait par les portes automatiques, tranchant comme une lame contre la peau brune d'Aïssatou. Elle resserra son manteau, un prêt de sa cousine Amina, arrivée en Belgique depuis 4 ans déjà, et avança lentement dans le hall, les yeux grands ouverts, le cœur battant. Tout lui semblait trop silencieux, trop rapide, trop blanc. Les gens passaient, pressés, tirant leurs valises à roulettes, parlant une langue qu'elle ne comprenait pas vraiment. Le français ici n'avait pas l'odeur du sable chaud. Il sonnait sec, froid, officiel. Une pancarte s'élevait au-dessus de la foule. Aïssatouk. Amina agitait la main en sautillant comme une enfant. Toujours cette même énergie, ce même rire rapide et nerveux. T'as maigri. T'es trop belle, mais t'as maigri. Bienvenue, ma chérie. Elles se tombèrent dans les bras. Amina sentait le parfum européen, celui des grandes surfaces et du métro. Rien à voir avec le muscle léger de Dakar. Elles prirent le train jusqu'à Schaerbeek. Le ciel était gris. Les immeubles de briques rouges défilaient par la vitre du wagon. Aïssatou collait son front au verre, regardant ce nouveau décor qui ne lui parlait pas encore. Elle n'avait qu'une envie, dormir ou pleurer. Ou peut-être les deux à la fois. L'appartement d'Amina était petit, mais chaleureux. 2 pièces, un canapé-lit et des plantes vertes partout. Aïssatou s'y installa comme un fantôme. Le soir, après un repas de pâtes au thon, une première pour elle, elle s'écroula dans le lit épuisée. Mais le sommeil ne vint pas. Elle resta des heures à fixer le plafond. Elle pensait à sa mère, à Fatima, à Dakar et à ce vide immense en elle. C'était ça, partir. Ce n'était pas une aventure. C'était un arrachement. Le lendemain, Amina l'accompagna pour faire ses premiers papiers. Inscription à la commune, carte de séjour temporaire, démarche à l'ONEM. Tout était processus. Tout était regarde. Aïssatou sentait les yeux sur elle, au guichet, dans la rue, dans le tram. Elle se demandait toujours, est-ce qu'il voit une femme, une étrangère, une africaine, ou simplement une intruse?
Dans la file d'attente d'un bureau administratif, elle croisa un regard. Un homme, 30 ans peut-être. Des cheveux bruns, une barbe courte, une écharpe noire. Il la fixa quelques secondes, pas comme les autres. Il sourit. Elle détourna les yeux, surprise. Le soir, elle en parla à Amina. « Tu verras, ici, les hommes sont bizarres. Ils regardent, ils parlent pas. Ou alors ils parlent trop. Méfie-toi. » Mais Aïssatou n'avait rien senti d'inquiétant, au contraire. Ce regard l'avait un instant réchauffé. Quelques jours plus tard, dans une supérette du quartier, elle le revit. Il sourit encore. Cette fois, il s'approcha. « Tu es nouvelle, non ?»« Oui, » répondit-elle timidement. « Moi, c'est Mathieu. Bienvenue. » Elle sourit. Pas trop, juste assez pour qu'il ait envie de la revoir. Ce soir-là, en rentrant, Aïssatou se regarda longtemps dans le miroir. Elle avait changé. Ou peut-être, elle commençait à exister ailleurs, Bruxelles. Fin janvier. Les jours s'écoulaient avec une lenteur étrange. Aïssatou, encore en décalage avec le froid, les horaires et les codes, s'efforçait d'avoir une routine. Elle se levait tôt, prenait le tram, allait à ses cours d'intégration linguistique, puis rentrait. La ville lui semblait immense et muette, comme si elle refusait encore de l'adopter. Elle ne parlait pas beaucoup. Pas encore. Elle écoutait, observait, apprenait. Mais un visage revenait sans cesse dans son esprit, celui de Mathieu. Depuis leur échange dans la supérette, ils s'étaient croisés 2 fois. Des conversations courtes, banales, mais douces. Lui parlait lentement, avec une attention rare. Il n'était pas pressé, jamais. Et surtout, il ne lui posait pas de questions sur son pays, son accent ou ses papiers. Il lui parlait comme si elle avait toujours été là. Un samedi, il l'invita à prendre un café. Une librairie café à XL, un coin chaleureux où les murs sentaient l'encre et les vieux livres. Aïssatou hésita, puis accepta. Ce jour-là, elle passa 2 heures devant le miroir. Elle voulait être belle, pas pour séduire, pour se sentir digne. Elle mit une longue robe noire, simple, avec un foulard noué haut sur la tête à la sénégalaise. Dans le tram, les regards la traversaient, mais elle n'en avait cure. Aujourd'hui, elle avait rendez-vous avec quelqu'un qui voyait au-delà. Le café était calme, une musique douce flottait dans l'air. Mathieu était déjà là, installé près de la fenêtre. Lorsqu'il la vit, son sourire balaya toute la nervosité qu'elle avait accumulée. « Tu es magnifique, dit-il. » Elle baissa les yeux, troublée. « Merci. » La conversation fut fluide. Ils parlèrent de tout sauf d'eux. Des livres, de musique, de la pluie à Bruxelles, des plats qu'elle n'arrivait pas à aimer ici. Il écoutait, attentif. Elle riait, à nouveau. Ce n'était pas un rendez-vous. C'était un instant suspendu. Mais à la fin, alors qu'il se levait, il posa une question. « Et toi, tu es venu ici pour combien de temps ?» Elle le regarda, longtemps. Puis répondit « Pour me retrouver, peut-être pour rester. Je ne sais pas encore. » Alors, j'espère que tu resteras un peu. Et il partit, sans rien dire de plus, sans tenter de l'embrasser, sans la forcer, juste un sourire et un silence. Mais un silence plein. Ce soir-là, Aïssatou rentra chez Amina différente. Quelque chose en elle s'était ouvert, doucement, sans bruit. Mais elle savait aussi que les silences comme celui-là finissent toujours par éclater. Elle avait connu trop de sourires trompeurs pour se laisser porter sans prudence. Et pourtant, cette nuit-là, elle rêva de Mathieu. Et dans ce rêve, elle riait. Vraiment. Les jours suivants, Aïssatou s'éveillait avec une légèreté qu'elle ne s'expliquait pas. Elle se surprenait à fredonner en faisant la vaisselle, à sourire seule en repensant à une phrase de Mathieu. Elle qui, quelques semaines plus tôt, étouffait dans ses souvenirs, se découvrait à nouveau capable de rêver. Mais cette douceur nouvelle ne trompait pas Amina. « Tu fais attention au moins ?»« À quoi ?»« À ton cœur, Aïssatou. Il est déjà en 1000 morceaux, tu sais, je ne risque plus grand-chose. » Amina ne répondit pas. Elle connaissait ce ton, ce mélange de résignation et d'espoir, cette façon qu'avait sa cousine de cacher ses failles derrière des phrases calmes. Elle savait aussi que Mathieu n'était pas le problème. Le vrai combat d'Aïssatou se jouait en elle-même. Un mercredi matin, Mathieu lui proposa de visiter une galerie d'art contemporain. « J'ai envie de te montrer un tableau. Je crois qu'il te parlera. » Elle accepta, par curiosité, par envie, par besoin aussi. La galerie était sobre, blanche, froide, mais au fond d'une salle vide, un seul tableau trônait, une silhouette féminine, noire, immense, au milieu d'un vide gris. Elle était debout, droite. Mais tout autour d'elle, le sol semblait fissuré, craqué comme un sol après un tremblement de terre. Aïssatou resta figée.
Elle ne bouge pas, dit-il, mais on sent que si elle fait un pas, tout s'effondre. Elle sentit ses larmes monter sans prévenir. C'est exactement ce que je ressens. Mathieu ne dit rien. Il s'approcha doucement, lui tendit un mouchoir sans insister. Puis il lui demanda d'une voix presque inaudible « Qui t'a fait autant de mal, Aïssatou ?» Et pour la première fois, elle parla. Pas de Dakar, pas d'Abdou, mais de ce qu'elle avait perdu en elle, la confiance, l'élan, la foi. Elle parla de l'exil intérieur, de la fatigue d'exister entre deux mondes, de cette peur constante d'être trop ou pas assez. Il écouta. Longtemps, puis dit simplement « Moi, je te trouve juste là, et ça me suffit. » Mais plus les jours passaient, plus quelque chose d'invisible pesait dans l'air, un doute, une gêne, une barrière qu'elle ne voyait pas, mais qu'elle sentait grandir. Mathieu ne parlait jamais de sa famille, ni de ses origines. Il évitait certaines rues, certains endroits. Une fois, au téléphone, elle l'avait entendu parler en néerlandais, d'une voix tendue. Elle n'avait pas osé poser de questions. Un matin, alors qu'elle passait chez lui sans prévenir, elle le vit refermer rapidement son ordinateur portable. Elle voulut ne rien dire, faire confiance. Mais son instinct, affûté par les blessures passées, lui criait « Il y a quelque chose ». Ce soir-là, en se démaquillant face au miroir, Aïssatou s'arrêta. Elle fixa son reflet. Longtemps. Puis murmura « Ne recommence pas à te perdre pour quelqu'un. Pas encore. » Le silence dans l'appartement d'Amina était pesant, mais dans le cœur d'Aïssatou, il était déjà en train de se fissurer. Février étouffait Bruxelles sous une pluie grise et constante. Les trottoirs luisaient de tristesse. La ville, comme Aïssatou, semblait fatiguée. Ce matin-là, elle s'était levée avec un mal de tête sourd, la gorge serrée par une impression étrange, celle d'être observée. Cela faisait maintenant 3 semaines qu'elle voyait Mathieu régulièrement. Ils ne s'étaient pas encore embrassés. Ils n'avaient rien demandé. Et pourtant, chaque regard, chaque geste, chaque mot la rapprochait un peu plus de lui. Elle avait commencé à le croire, à croire que peut-être il était différent. Mais ce jour-là, en pleine conversation, tout changea. Ils étaient attablés à un café du centre, près de la bourse. Elle parlait de sa mère, restée à Dakar, du marché de Tilène, du parfum du pain chaud dans les rues le matin. Il l'écoutait souriant. Puis soudain, il baissa les yeux et elle sentit la distance comme un froid qui s'infiltrait par les fissures. « Tu sais, dit-il doucement, il y a des choses que je ne t'ai pas dites. » Elle posa sa tasse. « Comme ? Je suis fiancée. Enfin, j'étais. On s'est séparés il y a 6 mois, officiellement. Mais on travaille encore ensemble. Et c'est compliqué. » Un silence. Un silence violent. Aïssatou le fixa, figé. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ? » « Parce que je t'aime bien. Et que je ne veux pas te mentir. » Elle aurait préféré qu'il la mente. Elle aurait préféré ne pas avoir à affronter encore une fois cette sensation d'avoir été choisie, puis reléguée. Elle se leva, le cœur en vrac, la voix tremblante. « J'ai quitté mon pays pour fuir ça. Les demi-vérités, les faux départs, les hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je sais ce que je veux, Aïssatou, je veux toi. Mais j'ai besoin de temps. » Elle sourit, tristement. Moi, j'en ai plus. Et elle partit, laissant derrière elle l'odeur du café et les restes de ce qu'elle croyait être une promesse. Les jours suivants furent durs. Elle évita ses messages, bloqua son numéro une fois, puis le débloqua. Elle passait des heures à marcher seule dans les rues, à chercher un sens. À chercher Aïssatou. Amina l'observait inquiète, mais ne disait rien. Elle savait que certains combats doivent se vivre en silence. Un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires dans la petite chambre, Aïssatou ouvrit son carnet de notes. Un vieux cahier qu'elle n'avait pas touché depuis Dakar. Elle y lut une phrase écrite 6 mois plus tôt, juste après sa rupture avec Abdou. Ce n'est pas le manque d'amour qui tue, c'est le manque de vérité. Elle referma le carnet et pleura. Pas pour Mathieu, pour elle, pour tout ce qu'elle avait encore à guérir. Une semaine passa. Une semaine sans un mot, ni de Mathieu, ni d'elle. Mais dans le cœur d'Aïssatou, chaque jour sonnait comme une résonance. Pas un écho de regret. Non, un tremblement plus profond, celui des décisions. Elle avait compris une chose, c'était pas lui le problème. C'était ce qu'il avait réveillé en elle, cette peur de revivre les mêmes schémas, cette fatigue de devoir mériter l'amour et ce besoin plus urgent que jamais d'en finir avec le silence. Un dimanche matin, elle prit le train seule.
Direction Namur, une petite ville tranquille qu'on lui avait décrite comme parfaite pour respirer. Le wagon était presque vide. Aïssatou s'assit côté fenêtre, un livre dans les mains, qu'elle ne lut pas. Durant le trajet, elle pensa à sa vie, pas seulement à Dakar, mais à son enfance, à l'école coranique, aux femmes fortes de sa famille, à ses rêves de jeunesse d'écrire un jour un roman. Elle se rendit compte qu'elle avait toujours été en service des autres, à faire plaisir, à ne pas déranger, à porter sans dire. C'était pas un chagrin d'amour qu'elle fuyait. C'était une vie qui ne lui appartenait jamais vraiment. À Namur, elle marcha au hasard. Elle longea la Meuse, monta jusqu'à la citadelle, sentit le vent froid s'infiltrer sous sa veste légère, et elle pleura. Mais pas les larmes fragiles, les vraies, celles qui lavent, celles qui disent « ça suffit ». Dans un petit café presque vide, elle s'installa avec un chocolat chaud. Un vieux monsieur lisait un journal, une serveuse fredonnait du Édith Piaf, et Aïssatou, dans ce décor banal, sentit quelque chose se briser, mais pas en elle, autour d'elle. Comme si la coquille de l'ancienne vie venait de craquer. Elle sortit son carnet, celui de Dakar, celui qu'elle avait relu après Mathieu, et cette fois, elle écrivit. Pas une phrase, pas une pensée, mais tout. Son arrivée, son vide, sa colère, son espoir et sa certitude. Elle ne voulait plus aimer sans se choisir d'abord. Quand elle rentra à Bruxelles, le soir tombait. Amina l'attendait, inquiète. « Tu vas bien ?»« Je suis vivante, et c'est déjà pas mal. » Elle s'en lacère. Longtemps, sans un mot, car parfois le silence ne fait plus mal. Il apaise. Ce soir-là, Aïssatou relut ce qu'elle avait écrit, et pour la première fois, elle se dit « Je suis prête. Pas à aimer, pas à oublier, mais à me retrouver. » Et peut-être, quelque part, à commencer son propre livre. Une semaine après sa retraite à Namur, Aïssatou s'était remise à vivre. Pas à rêver d'un homme, pas à guetter un message. Non, à vivre pour elle. Elle s'était inscrite à des ateliers d'écriture pour femmes migrantes, avait commencé à traduire ses émotions en textes, en poèmes. Chaque mardi, elle lisait quelques lignes devant d'autres femmes venues de partout, Syrie, Colombie, Maroc, RDC, et dans leurs yeux, elle ne voyait plus du jugement. Elle voyait du miroir. Elle n'était plus seule. Elle n'était plus perdue. Elle renaissait. Mais un soir, alors qu'elle rentrait tard, une notification s'afficha sur son écran. Un mail. Objet, je n'ai pas su. Elle ouvrit. C'était de Mathieu. Je ne t'écris pas pour me justifier, juste pour te dire la vérité. Je n'ai pas su t'aimer comme tu le méritais, parce que je ne me connaissais pas moi-même. Mais tu as bouleversé quelque chose en moi. Et je ne veux pas te perdre sans avoir au moins essayé de comprendre. Tu n'as pas besoin de répondre. Je voulais juste que tu saches que tu as laissé une trace, pas une blessure. Elle resta figée. Il ne demandait rien. Il ne la suppliait pas. Il reconnaissait. Et c'était peut-être la première fois qu'un homme dans sa vie le faisait. Elle relut le mail 3 fois. Puis elle sourit doucement. Et sans trembler, elle répondit « Merci. Je ne sais pas si j'ai envie de te revoir, mais je suis heureuse de ne pas avoir rêvé ce que j'ai ressenti. » Elle appuya sur « Envoyer » et cette fois, elle ne pleura pas, parce qu'elle venait d'écrire pour elle, pas pour se rattacher à quelqu'un. Le lendemain, à l'atelier d'écriture, on leur demanda d'écrire un texte à la 2e personne, une lettre à quelqu'un qu'elle n'avait jamais osé affronter. Aïssatou choisit elle-même. « Toi, celle que j'ai abandonnée pour qu'on m'aime. Celle que j'ai jugée, mise de côté, ignorée. Toi, Aïssatou, je te retrouve. Je ne te demande pas pardon, je te promets juste de ne plus jamais te laisser seule dans une histoire. » La salle était silencieuse. Plusieurs femmes pleuraient, elles aussi. Mais cette fois, c'était des larmes d'alignement. Et dans le métro du retour, elle reçut une autre notification. Mathieu. Encore. Je pars à Paris pour 2 mois. Je voulais juste te dire ça et te souhaiter tout le beau que tu mérites. Si un jour tu veux me revoir, tu sauras où me trouver. Elle fixa le message, puis rangea son téléphone, et pour la première fois depuis longtemps, elle regarda son propre reflet dans la vitre, pas pour s'évaluer, mais pour se reconnaître. Le printemps commençait à effleurer Bruxelles. Les arbres timides bourgeonnaient, les manteaux s'ouvraient, les terrasses reprenaient vie. Et dans ce renouveau collectif, Aïssatou aussi changeait de saison. Elle avait repris confiance en elle, son français était plus fluide, son regard plus assuré. Elle n'avait pas revu Mathieu, ni cherché à le faire.
Mais parfois, dans la rue, dans un café, un souvenir d'eux surgissait, doux, neutre, sans douleur. Elle s'était surtout rapprochée d'un autre monde, celui des femmes, celle de l'atelier, celle de l'ombre, celle qui écrivait pour survivre. Avec 2 d'entre elles, Dunia et Maria, elle avait commencé à construire un projet. Un petit recueil collectif de récits de femmes migrantes, illustrés par des artistes bruxelloises. Elles avaient appelé le projet « Ce que le silence n'a pas tué ». Et pour la première fois de sa vie, le mot « fierté » ne lui faisait plus peur. Un soir, en sortant d'un événement culturel, elle croisa un regard familier. Pas Mathieu, un autre homme. Noir, grand, élégant. Il la fixa une seconde, puis s'approcha. « Excuse-moi, tu ne serais pas Aïssatou Khan ?»« Si. Je m'appelle Khalil. Je suis le cousin de Saliou, ton camarade de fac à Dakar. On était ensemble à l'UCAD. » Elle rit. Le monde était petit, même ici. Ils parlèrent, longtemps, dans la rue puis au café. Ils vivaient à Liège, travaillaient dans une ONG, intelligents, pose-rôle, et sénégalais. Pas que ça, mais assez pour qu'elle sente quelque chose d'apaisant. Pas une étincelle, pas un choc, juste une possibilité. Ils se revirent. Une fois, puis 2, mais Aïssatou n'était plus dans l'attente. Elle observait, écoutait, se respectait. Elle aimait bien Khalil, mais elle ne cherchait plus un sauveur, elle n'était plus une femme à remplir, elle était une femme pleine. Le jour où son projet d'écriture fut retenu pour être présenté à la Maison des Cultures de Molenbeek, elle appela sa mère. « Maman, j'ai réussi un petit truc, pas énorme, mais c'est à moi. Aïssatou, je suis fière de toi. Tu entends? Fière. » Elle ferma les yeux. Le soleil perçait la vitre, et dans son cœur, quelque chose murmurait « Tu es exactement là où tu dois être. » La Maison des Cultures de Molenbeek était pleine ce jour-là. Femmes, enfants, artistes, curieux, tous venus découvrir les récits du projet, ce que le silence n'a pas tué. Aïssatou, vêtue d'un boubou moderne bleu nuit, foulard assorti noué en couronne, était debout derrière le micro. Son texte, écrit à la main, tremblait un peu dans ses doigts, mais sa voix, elle, ne tremblait pas. Elle parla de son exil, de l'amour perdu, de l'amour retrouvé, pas en un homme, mais en elle-même. La salle se leva pour applaudir, et au fond, un visage inattendu, Mathieu. Il ne souriait pas, il l'écoutait, intensément. À la fin, il ne s'approcha pas. Il resta dans l'ombre, hocha doucement la tête, puis disparut. Et elle ne le suivit pas. Elle n'en eut pas besoin. Plus tard, en coulisses, Khalil l'attendait. « Tu étais incroyable. Merci. » Il voulait dire plus, mais elle le devança. « Tu sais, je n'ai pas envie de précipiter les choses. J'ai besoin d'aller doucement. Je t'attendrai, même si tu ne viens jamais. » Elle le regarda et sourit. Un sourire de paix, pas de promesse. Mais tout bascula quelques jours plus tard. Elle reçut un appel du Sénégal. Fatima, sa petite sœur, avait eu un accident de moto. Rien de dramatique, disait-il, mais elle était à l'hôpital. Et leur mère, seule, paniquait. Aïssatou sentit tout s'effondrer. Elle ne pleura pas. Elle fit une valise, elle prit un billet, et dans la nuit, elle reprit le chemin qu'elle pensait avoir quitté pour longtemps. À Dakar, l'air chaud, le sable, le bruit des klaxons, tout la frappa de plein fouet. Fatima allait bien, quelques égratignures, une fracture légère. Mais le choc avait ébranlé leur mère. « Tu vois, même loin, tu restes avec nous. »« Oui, maman, mais je suis aussi là-bas maintenant. » Ce retour fut étrange. Elle n'était plus totalement d'ici, mais pas encore totalement de là-bas. Elle était entre deux, comme toujours. Mais cette fois, elle ne le vivait plus comme un tiraillement, plutôt comme un équilibre à construire. Sur la plage de Yoff, elle marcha pieds nus. Le sable était chaud, l'eau fraîche, et elle pensa à sa vie, à ce qu'elle voulait, à ce qu'elle valait. Et elle comprit, elle n'avait plus besoin de choisir un monde. Elle pouvait appartenir à plusieurs, elle pouvait aimer, partir, revenir, s'enraciner sans se renier. Elle était enfin chez elle en elle-même. Dakar, un mois plus tard. Le soleil tombait lentement sur les toits rouges de la Médina. Aïssatou était toujours là. Elle avait prolongé son séjour, pas par fuite ni par hésitation, mais parce que sa mère avait besoin d'elle. Et que cette fois, elle avait choisi d'être présente sans se renier. Fatima allait mieux. Elle boitait encore légèrement, mais son rire avait repris ses droits dans la maison. Leur mère, elle, avait cessé de prier en cachette pour que sa fille revienne au pays définitivement. Elle avait compris. Aïssatou était partie pour mieux exister. Un soir, sur la terrasse, elle alluma son ordinateur.
Elle relut tous ses textes, les fragments de sa douleur, les échos de ses silences, les premières lignes de sa lumière. Puis, dans un document vierge, elle tapa « Entre deux mondes, journal d'une femme debout ». Elle allait écrire son livre. Le vrai. Pas un témoignage pour attendrir, mais un récit pour affirmer. Elle savait qu'il ne plairait pas à tout le monde, mais il serait le sien. Un matin, elle reçut un mail de l'éditeur de Bruxelles qui avait assisté à sa lecture à Molenbeek. « Nous avons adoré votre texte. Si vous avez un projet plus long, nous serions ravis de le lire. » Elle rit. Pas de surprise. Juste une confirmation. Et puis, quelques jours plus tard, une enveloppe arriva à la maison. Une lettre. Écrite à la main. Signée Mathieu. « Je ne t'ai jamais oublié. Je n'ai jamais cessé de croire que ce que tu m'as appris m'a changé. J'espère que la vie t'ouvre les bras comme toi tu as ouvert ton cœur. Peut-être qu'un jour on se croisera ailleurs. Pas pour recommencer, mais juste pour se dire merci. » Elle ne répondit pas, mais elle garda la lettre, pas par nostalgie, par gratitude. Le jour de son retour à Bruxelles, elle embrassa sa mère longuement. « Je t'attends quand tu voudras, dit-elle. Tu ne m'attends pas, maman, tu m'accompagnes, même de loin. » À Zaventem, rien n'avait changé. Les lumières blanches, les annonces froides, les fils. Mais elle n'était plus la même. Dans le tram du retour, une femme la regarda puis lui dit « Tu dégages quelque chose. C'est peut-être la sérénité ?» Elle sourit. Non, ce n'était pas la sérénité. C'était la vérité. Elle n'était pas revenue au point de départ, elle n'avait pas fini l'histoire, elle avait reprise. Et désormais, c'était elle l'auteur. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout, continuer l'aventure avec nous.